Bonjour, bienvenue pour une nouvelle série de vidéos consacrée cette fois-ci à la deuxième croisade. Je vais commencer par une vidéo introductive pour vous présenter les causes de la croisade et les différents événements qui se sont déroulés dans les grandes lignes avant de faire plusieurs vidéos consacrées chacune à des thèmes particuliers en rapport avec la deuxième croisade. Pour commencer, il faut parler du comté d'Édesse, puisque la deuxième croisade est une réaction à la chute du comté d'Édesse. Le comté d'Édesse est le premier État latin qui a été constitué au moment de la première croisade. Il a même été constitué avant la fin de la première croisade, puisqu'en 1098, Godefroy de Bouillon décide d'abandonner l'armée croisée avant même qu'elle arrive à Jérusalem pour aller se tailler un fief, ce qui deviendra le comté d'Édesse, dont la capitale est la ville d'Édesse. Sa situation géographique est très intéressante et c'est une véritable place stratégique pour les États latins parce que c'est l'État le plus oriental, le plus enfoncé dans les terres d'islam. Et donc c'est à la fois un fer de lance des États latins en terre d'islam, en même temps que c'est un territoire particulièrement en danger puisqu'il est quasiment encerclé par des territoires hostiles. Édesse a l'avantage d'avoir été une ville qui n'a pas été conquise militairement par la force, où il n'y a pas eu de violence, où il n'y a pas eu de massacre, où il n'y a pas eu de destruction. En réalité, le roi d'Édesse, sous la pression des populations musulmanes autour, a appelé à l'aide les croisés, et Godefroy de Bouillon a répondu et a pris le pouvoir d'une manière un peu violente, puisqu'il a quand même assassiné son beau-père. Mais en tout cas, la population appelait de ses voeux la présence des chrétiens, est à majorité chrétienne, et n'a pas été maltraitée au moment de la transition. Ça peut paraître anodin, mais c'est un énorme avantage. D'abord parce que, on l'a dit, la population est majoritairement chrétienne et appelait de ses voeux la présence des croisés dans le territoire et soutient de manière forte l'installation des chrétiens dans les États latins. Elle est donc non seulement pas hostile, mais elle est engagée dans le mouvement de croisade. Ensuite, d'un point de vue économique, c'est très important qu'il n'y ait pas eu de conquête violente, puisque du coup, la population n'a pas été massacrée, ne s'est pas enfuie, les biens n'ont pas été détruits, brûlés, pillés, donc la ville peut fonctionner normalement après la prise de pouvoir des chrétiens. En plus, elle se trouve sur la route de la soie, et c'est un passage obligé vers les grandes cités marchandes qui sont en bordure du désert, comme Alep, Homs, Hama ou Damas. Donc c'est une place de commerce très importante. C'est donc à la fois un foyer de population, un foyer de christianisme, un foyer économique très important, et un territoire en fer de lance qui menace les États musulmans avoisinants. Donc c'est une position extrêmement intéressante. La ville d'Édesse va tomber, elle est à ce moment-là sous le contrôle, sous l'autorité du comte Jocelyn II, et elle est prise par Zengi. Zengi, c'est un des grands personnages montants de l'islam, un des premiers à vouloir chasser les chrétiens, ou en tout cas à s'en donner les moyens. Il est au départ gouverneur de Mossoul, et il est fondateur d'une dynastie, les Zengides, qui vont être assez agressifs vis-à-vis de la situation des États latins. Il a une politique au départ d'extension de l'autorité de Bagdad dans les Émirats de Syrie et de Mésopotamie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les territoires musulmans sont extrêmement morcelés politiquement, et donc comme le feront d'autres après lui, comme Saladin, Baybars ou d'autres, Zengi commence par vouloir réunifier les États musulmans avant de pouvoir se retourner en force contre les chrétiens. Il devient dangereux pour le comté d'Édesse à partir du moment où il prend Alep et où du coup il domine toute la Syrie du Nord, encerclant quasiment le comté d'Édesse entre Mossoul et Alep. Donc il prend la ville à Jocelyn II. Jocelyn II est un comte qui, contrairement à ses prédécesseurs, va délaisser la capitale, Édesse, pour séjourner la plupart du temps à Turbessel, une ville moins importante d'un point de vue stratégique et surtout bien plus à l'ouest. Et du coup, il abandonne la capitale avec une garnison assez dérisoire, mal équipée, mal payée, peu nombreuse, et qui donc en 1144 va se rendre quand Zengi profite d'une des absences du comte pour attaquer la ville. La prise de pouvoir se passe assez bien, Zengi va occuper la ville en y mettant une garnison, sans trop de violence, sans problème particulier, et il repart vers Alep.
Sauf que la ville d'Édesse va appeler au secours. Jocelyn II va lui ouvrir ses portes pour lui rendre la ville. Et Jocelyn reprend possession de la ville d'Édesse. Mais Zengi est rapidement prévenu. Il va faire demi-tour avec son armée et à marche forcée va arriver tellement vite qu'il va prendre les croisés, enfin les Francs, de court. En réalité, il y a deux problèmes qui vont se poser. Le problème, c'est que la ville n'est toujours pas en état de défense. Elle ne l'était pas avant la première prise par Zengi, elle ne l'est toujours pas. La deuxième, c'est que la garnison mise par Zengi dans la citadelle à l'intérieur de la ville n'a pas été délogée. Et donc on a une garnison musulmane fidèle à la Tabek de Mossoul, qui est prête à se battre et qui prend finalement à revers les défenseurs de la ville, qui se retrouvent coincés entre la garnison de la citadelle à l'intérieur de la ville et l'armée de Zengi à l'extérieur. Le siège va durer près d'un mois et les choses vont se régler en quelques minutes en réalité, puisque les défenseurs d'Édesse vont décider d'une sortie qui va se transformer rapidement en débâcle. La sortie est un échec. Et la cavalerie franque va réussir en partie à se frayer un chemin pour sortir du blocus de l'armée musulmane, mais elle va abandonner derrière elle les piétons qui ont fait une sortie, qui vont être massacrés par l'armée de Zengi. Et Zengi va reprendre donc la ville, les portes sont ouvertes, et va en fait se venger et massacrer toute la population chrétienne, enfin en tout cas franque, de la ville. Et c'est cet épisode, ce massacre, qui vont en réalité provoquer un émoi, provoquer un tremblement de terre dans les esprits des chrétiens d'Occident. Yves Sassier explique d'ailleurs que la nouvelle a dû arriver à la cour de Louis VII dès le printemps 1145, quelques mois après, puisque les liaisons entre l'Occident et l'Orient sont courantes, sont courantes et suivies, et donc on est très rapidement au courant. Même si on peut se demander si beaucoup de chrétiens en Occident savent où se situe réellement Édesse, et encore moins comprennent l'importance stratégique de la ville. Ce qu'ils comprennent, c'est que des chrétiens ont été massacrés, des chrétiens des États latins ont été massacrés, des territoires conquis sur l'islam pour défendre les États latins, enfin en tout cas les lieux saints, ont été repris. Et donc ça va être un tremblement de terre, un tsunami qui va déclencher la deuxième croisade. Donc la perte d'Édesse, c'est la perte d'un atout économique, politique, d'un soutien de chrétiens, d'un atout géostratégique, et c'est aussi, peut-être surtout, la marque d'une grave atteinte à la présence franque en Orient. C'est la première fois que des territoires aussi importants sont perdus depuis la prise de pouvoir, la conquête des croisés pendant la première croisade. Et on peut noter que du coup, la principauté d'Antioche se retrouve directement menacée par les territoires musulmans. Jusqu'à présent, elle était relativement protégée par la présence du comté d'Édesse. Comme il n'est plus là, ils sont directement en contact avec Zengi, qui en ressort renforcé. La deuxième croisade, c'est donc une réponse à cette prise. Elle est lancée par le pape, comme toute croisade, le pape Eugène III en 1145, mais en réalité, les acteurs principaux de la prêche et de l'organisation de la croisade, ce n'est pas le pape, ce sont d'une part le roi de France, Louis VII, qui est très très engagé dans l'organisation, dans la préparation, dans le recrutement de croisés. On fera sans doute un thème sur Louis VII, ce roi croisé. Et d'autre part, sur un personnage très célèbre, Bernard de Clairvaux, l'abbé, qui est devenu Saint Bernard, et qui va, en tant que légat du pape, officiellement, prêcher la croisade, notamment dans le grand discours de Vézelay du 31 mars 1146. Pour ce discours, on a des textes assez épiques, dans lesquels on va lui construire une estrade gigantesque à l'extérieur de la ville, parce qu'il n'y a pas assez de place à l'intérieur pour tous les gens qui viennent assister. Ça marche très très bien, beaucoup de gens prennent la croix à ce moment-là. Alors, c'est une croisade importante, il y a pour la première fois des souverains qui directement prennent part à la croisade. On a le roi de France, Louis VII, d'une part, qui va lever une armée majoritairement française, provençale, enfin, dans son aura de recrutement, et l'empereur, Conrad III, qui, de son côté, va lever une armée principalement germanique. Et chacun va avoir donc une armée à commander
pour des raisons de prestige, hein, on n'est pas question que le roi de France ou l'empereur se mettent sous l'autorité l'un de l'autre, mais aussi pour des questions pratiques. Une est clairement mentionnée par Eudes, qui est Eudes de Deuil, hein, qui est une des sources les plus importantes pour la deuxième croisade, puisqu'il est dans l'entourage direct du roi, il participe à la croisade, il rédige probablement pendant ou juste après la croisade, et il explique que clairement les deux souverains sont conscients de tensions nationales. Alors, encore une fois, à cette époque-là, c'est compliqué, mais enfin, c'est mentionné hein, qu'il y a des rapports un peu compliqués entre les Français et les Allemands, qu'on veut éviter les bagarres, qu'on veut éviter les problèmes à l'intérieur des armées. Il y a aussi un non-dit, mais qui est clair et qui transparaît tout le long, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement. Hein. Les deux armées ensemble représentent tellement de bouches à nourrir que ça paraît très compliqué. On veut au maximum les séparer pour qu'elles puissent s'alimenter en vivant sur le pays, sur la route. L'itinéraire va être choisi par la terre, hein, c'est à peu près le même que vont prendre en réalité les deux armées, le but étant que l'armée allemande parte un peu plus tôt et de plus à l'est, hein, le lieu de regroupement, que l'armée française, et donc elles vont se suivre à intervalles plus ou moins réguliers, puisqu'à plusieurs reprises l'armée française va rattraper l'armée allemande. Malgré hein, donc ce choix de l'itinéraire qui est plus ou moins celui de la première croisade, en tout cas jusqu'à l'Asie mineure, malgré que Roger de Sicile hein, avait proposé au roi Louis VII de transborder, hein, de proposer une flotte au roi pour amener son armée en Terre Sainte. Alors ça aussi, ça mériterait qu'on en discute, mais c'est pas le sujet ici. En tout cas, c'est évidemment pas un cadeau hein, que lui faisait Roger de Sicile. Le voyage se passe relativement bien, en tout cas moi je me suis surtout intéressé à l'armée française, hein, ça se passe relativement bien jusqu'à arriver à l'Empire byzantin, il n'y a pas de complications, la seule chose c'est qu'on a à un moment une séparation qui se fait très vite en réalité, un petit groupe, une partie significative de l'armée qui descend vers le sud pour traverser les Alpes, encore une fois, hein, là clairement pour éviter les problèmes d'approvisionnement, parce que tout coûte trop cher quand on est très nombreux, donc ils se séparent mais sans heurts. Le roi de France avait bien préparé son itinéraire, hein, il était en grande négociation avec le roi de Bulgarie, qu'il rencontre sur la route à plusieurs reprises, tout se passe bien, on est approvisionné, il n'y a pas de troubles particuliers, jusqu'à arriver dans l'Empire byzantin, où là, les tensions déjà existantes depuis la première croisade renaissent, une méfiance très forte de l'empereur byzantin, pas toujours à tort, hein, et en même temps que des problèmes d'approvisionnement qui se font sentir de plus en plus parce que l'armée allemande est passée par là et l'armée française a tendance à la rattraper et du coup à se retrouver à avoir des soucis pour se nourrir. Et donc de Deuil explique que les Allemands ont eu droit au marché, ont eu droit à acheter des produits, qu'il n'y en a plus pour l'armée française et que déjà les Allemands avaient commencé à piller les territoires et que quand les Français arrivent, on le comprend assez bien, ils vont se mettre aussi à piller, et que les Byzantins, en réalité, malgré les promesses de l'empereur, refusent d'ouvrir les villes, refusent d'ouvrir les marchés. On a des descriptions hein, de paniers qui sont descendus par des cordes du haut des remparts pour vendre de la nourriture. Enfin, c'est quand même pas très pratique pour alimenter des dizaines de milliers de personnes. Donc ça marche pas bien avec les Byzantins, et ça marche pas bien avec les Allemands. On a une citation assez rigolote de Deuil qui explique que les Allemands morts sont plus dangereux que les Grecs vivants pour les Français, parce que, selon lui, les traînards, l'arrière-garde allemande, qui finit par être rattrapée par l'armée française, ce sont en réalité des soudards qui sont ivres morts toute la journée et qui s'écroulent sur le bord de la route, et avec lesquels l'avant-garde française va avoir quelques petites frictions, des bagarres qui vont même dégénérer dans une ville en incendie des faubourgs entiers de la ville, donc des problèmes assez importants. L'empereur byzantin essaye de faire avancer le plus vite possible les Allemands pour leur faire traverser le Bosphore, parce qu'il ne veut pas d'une jonction entre les deux armées. Déjà, il veut se débarrasser de tous ces problèmes qui sont là, hein, effectivement, et en plus, il veut éviter la réunion des deux armées. Pourquoi ? On peut sentir déjà qu'il a un peu peur pour Constantinople, parce que dès la deuxième croisade, il est question, il raconte un vrai débat qui est posé dans l'armée française, à savoir si on ne prendrait pas la ville d'assaut.
parce qu'on n'aime pas beaucoup les Grecs, les Byzantins depuis la première croisade, et parce qu'en arrivant dans l'Empire byzantin, les Français apprennent que l'empereur a conclu une trêve avec le sultan d'Iconium, hein, donc un des principaux sultans d'Asie mineure. Donc ils prennent ça pour une traîtrise, ils se sentent pas aidés, ils ont faim, ils sont mécontents, et on se pose réellement la question, est-ce qu'il faut ou pas attaquer Constantinople? Donc on peut comprendre que l'empereur, de son côté, il essaye de tirer les marrons du feu, il arrive à faire passer rapidement l'armée allemande vers l'Asie mineure, et il gagne du temps en envoyant des mercenaires turcs pour harceler un petit peu l'armée française pour la ralentir. Finalement, les Français traversent aussi, hein, il y a toute une histoire de négociation un peu équivalente à celle qui avait été faite pour la première croisade, enfin je passe. Et l'armée française arrive en Asie mineure juste à temps pour croiser les débris de l'armée allemande, qui a eu le temps de se prendre une bonne raclée à Dorilé. Première bataille de Dorilé, grande victoire de la première croisade. Deuxième bataille de Dorilé, un massacre. Hein, les Allemands auraient plus ou moins, selon Hôte de Deuil, été amenés dans un guet-apens par des guides byzantins, plus ou moins de connivence avec les Turcs. Toujours est-il que Conrad III et quelques-uns de ses proches, survivants de la bataille, rejoignent l'armée française, qui décide donc de ne pas suivre le même itinéraire et de longer plutôt la côte par rapport à l'ancien itinéraire de la première croisade. C'est le moment de dire qu'on parle toujours de la deuxième croisade comme étant une grande catastrophe, un échec militaire, le siège de Damas qui a échoué, oui, évidemment, effectivement, mais il y a eu aussi quelques belles victoires quand même, puisque pendant le trajet en Asie mineure, il y a eu plusieurs batailles gagnées par les Francs, alors sûrement pas des batailles de très grande envergure, mais enfin quand même des victoires militaires où on a une supériorité numérique turque et quand même des victoires franques. Notamment en ce qui concerne les traversées de fleuves, hein, les franchissements de fleuves, souvent à gué, où les Turcs se positionnent sur la rive opposée et essayent de bloquer le passage à l'armée française pour éviter qu'elle n'avance vers l'est, et où l'armée française persiste et parvient à franchir, à passer au travers des Turcs, en franchissant les fleuves à gué, malgré la position défensive turque. Alors, il y a quand même une grande défaite sur laquelle on ne peut pas passer, et de toute façon qui va me servir à de nombreuses reprises dans cette vidéo et dans bien d'autres. C'est la grande défaite du Mont Cadmos, hein, défaite française. En fait, les corps de troupes avaient été organisés de manière à se répartir un petit peu sur la route, à se répartir aussi les tâches. On est en pleine montagne, on est dans une petite route avec un ravin d'un côté, une falaise de l'autre, et le roi assigne comme mission à l'avant-garde d'aller se positionner sur une éminence un peu plus loin sur la route, hein, dans la fin de la journée, pour prendre position et pour attendre le reste de l'armée. L'avant-garde, comme parfois dans ces situations, se dit que finalement, à cheval, que des chevaliers, des cavaliers, des hommes en armes, on avance bien, on se promène finalement, et il fait encore jour, et on n'a qu'à pousser un peu de quelques lieues pour aller s'installer plus loin. Sauf que pendant ce temps-là, l'armée turque s'en aperçoit et profite de l'interstice, il se glisse entre l'avant-garde qui n'a pas fait attention et avant le reste de l'armée. Et donc elle se positionne sur l'éminence et attend l'armée française qui ne se méfie pas. Elle voit des cavaliers postés en haut d'une colline et puis elle avance. Sauf que là, on arrive avec les bagages, avec les femmes, les enfants, les pauvres, les pèlerins. Et soudainement, les Turcs jettent leurs arcs, leurs flèches, leurs carquois, et sortent les sabres et les lances, et en fait ne cherchent même pas à se battre, mais à repousser et à faire tomber de la falaise les Français, qui sont massacrés. Hein. On a des milliers de gens visiblement qui tombent, qui sont repoussés, qui sont piétinés, sans défense. Le roi, visiblement un peu plus loin, peut-être à l'arrière-garde, a réuni quelques chevaliers et essaye de se porter au secours de son armée. Il se retrouve assez rapidement esselé, hein, différentes sources, mais tout à peu près le même discours. Il est assez vite démonté, hein, il se retrouve à pied, il se retrouve tout seul, il se retrouve à se battre pour éviter d'être tué ou capturé, hein, on en est vraiment là. Alors selon les sources, il grimpe sur un rocher, il escalade un arbre, enfin toujours est-il que du bout de son épée, il coupe les mains de ceux qui essayent de l'attraper, jusqu'à la nuit, et à la nuit, les Turcs abandonnent, ou il arrive à se faufiler dans le noir, et il rejoint le camp d'une armée qui le croit déjà mort. Hein. On en est quand même là, et on se posera des questions sur la discipline et sur
les sanctions aussi, puisque le roi ne punit pas hein, les deux responsables, puisque l'un des deux étant de sa famille, il ne se sent pas visiblement de condamner à mort un membre de la famille royale. Ça sera l'occasion pour que les Templiers brillent, on en reparlera sur la vidéo sur les Templiers. L'armée continue, malgré tout ça marche, jusqu'à la ville d'Antalya, hein, continuellement suivie, attaquée par les Turcs. La faim, la soif, les problèmes qu'on a retrouvés déjà à la première croisade qui se font sentir sur la route, puisque les Grecs ne participent toujours pas beaucoup à l'approvisionnement de l'armée. Et l'armée arrive à Antalya, hein, une ville au sud de l'Asie mineure, et l'empereur avait promis une flotte pour faire passer l'armée croisée d'Antalya en longeant Chypre pour aller jusqu'à Saint-Siméon, le port d'Antioche, et pour arriver à Antioche. On attend, et aucune flotte n'arrive. Il y a une bataille d'ailleurs qui a lieu dans le temps, on en reparlera encore une fois, au moins pour la vidéo sur les Templiers. Et finalement, le roi ne peut plus attendre, hein, les chevaux meurent, les hommes sont affamés, on vend les équipements, on est en train complètement de se défroquer, donc il va payer de sa poche, et en partie en faisant payer aussi les riches, une flotte pour pouvoir transborder ce qu'il peut jusqu'à Antioche. Et il va donc abandonner une partie de l'armée des plus pauvres, hein, qui sont censés attendre, encore une fois, des secours des Byzantins, qui doivent les accompagner jusque dans les États latins. Mais de deuil n'écrit plus, hein, il s'arrête au départ d'Antalya, et Guillaume de Tyr ne mentionne pas ce qui s'est passé après pour l'armée, en tout cas pas dans mon souvenir. Je vais passer sur la légende noire autour d'Aliénor d'Aquitaine, sauf si vraiment il y en a beaucoup qui sont intéressés, parce que c'est quelque chose qui du coup je pense a été beaucoup traité et puis qui m'intéresse pas tant que ça. En tout cas, c'est sûr et clair que le roi, visiblement, ne s'entend pas avec le prince d'Antioche, va quasiment kidnapper sa propre femme pour l'emmener vers Jérusalem, et va refuser toutes les propositions et se brouiller, et brouiller un peu d'ailleurs les barons des autres États latins, notamment de Jérusalem, avec le prince d'Antioche. Les plans du prince d'Antioche ne sont pas suivis, on va plutôt se tourner vers le choix du siège de Damas. Alors le choix du siège de Damas, là aussi ça mériterait qu'on en discute, parce que c'est pas si ridicule que ça, hein, c'est pas tellement l'ami contre lequel on s'est retourné parce qu'on est un peu bébête d'arriver d'Occident, on comprend pas bien la politique locale, c'est de la demande de nombreux barons des États latins, c'est un allié qui change régulièrement de camp, pas plus qu'un autre finalement, donc bon, ça pourrait être le sujet d'un débat intéressant. Toujours est-il que le siège de Damas est un échec, et que le roi de France va rentrer en France sans avoir fait grand-chose de vraiment utile pour la santé des États latins. Voilà, première petite vidéo pour essayer de vous donner dans les grandes lignes cette deuxième croisade avant de pouvoir parler de thèmes plus spécifiques. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires non seulement à commenter, mais à me dire s'il y a des thématiques qui vous intéressent, et je verrai, j'en ai déjà plusieurs en tête, mais s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et que j'ai de la matière, pourquoi pas répondre à vos attentes. Au revoir.